Je voudrais souligner la précieuse collaboration du Centre local de développement Montcalm pour son implication financière de cette activité du Jour de la Terre. Alors, un CLD, en gros, ça s'occupe des entreprises, ceux qui veulent démarrer, les entreprises qui sont déjà existantes sur le territoire de la MRC de Montcalm. Alors, les jeunes ont besoin de motivation, puis dans le fond, de conquérir leurs rêves. Et plus tard, ben, ça va être des employeurs ou des employés d'entreprises, puis on a besoin des gens qualifiés. Alors, si Mylène a pu aider seulement un jeune aujourd'hui à continuer à vivre son rêve, ben, bravo. Et avant de présenter Mylène, je voudrais faire un petit bref historique. Ben, c'est pas si bref que ça. Mars 79, en allant faire du ski au Mont-Blanc à Saint-Faustin, j'ai rencontré Jean et Jojo, un couple formidable, les parents de Mylène. Et qu'on s'est liés d'amitié, et depuis ce temps-là, je vous dirais que Jean a été mon mentor en ski alpin, à la chasse, à la pêche. Et c'est depuis ce temps-là que j'ai eu, quand Mylène est venue au monde en 1978, et rencontrant ça, elle était longue comme ça, fait que je l'ai vue grandir bien, notre belle Mylène. Plus jeune, elle était assez mouvementée, un petit peu hissable des fois, mais aujourd'hui, on va lui pardonner. Fait que c'est pour ça, aujourd'hui, qu'on a la chance d'avoir Mylène, parce que je pourrais vous dire qu'en cette journée, en ce jour de la Terre, elle était en très grande demande et nous sommes très heureux et chanceux de l'avoir ici ce soir. Donc, dévoiler personnalité de la presse de l'année 2013. Au cours du gala Le meilleur de nous-mêmes, je suis fier d'accueillir ici à Sainte-Julienne celle que j'ai vue grandir et skier, Madame Mylène Paquet. Moi, je l'appelle Marcel. Merci. Tu vois, tu as une ovation juste pour me présenter. C'est bon, hein? Donc, ça fait vraiment plaisir d'être ici, surtout en l'honneur du Jour de la Terre. C'est drôle, on s'en venait aujourd'hui, puis il y avait beaucoup de pluie. Puis je me disais, bon, les gens qui vont venir voir la conférence ce soir vont être braves. Moi, j'ai vu d'autres types de tempêtes, mais il fallait quand même prendre la route avec la pluie comme ça aujourd'hui. Donc, merci d'être là ce soir. Alors, je vais vous partager mon aventure. La plupart des gens du public connaissent le projet, mais ils savent vraiment ce qui s'est passé entre Halifax et Lauriane. Donc, ce que vous connaissez du projet, ce que vous voyez présentement à l'écran, c'est juste 7 à 8 % du projet dans son ensemble. Le reste, en fait, le 92-93 % du projet s'est passé avant que je largue les amarres à partir d'Halifax le 6 juillet dernier. Donc, beaucoup d'années de préparation, beaucoup de doutes. Dès le moment où j'ai décidé, j'ai choisi, en fait, je disais à mes parents, quand j'ai rencontré mes parents la première fois pour leur dire que je voulais traverser l'océan Atlantique, je disais à mes parents, je vous jure, j'ai essayé de faire d'autres choses, j'ai vraiment essayé d'avoir d'un autre projet que ça, mais c'est venu me chercher trop, tu sais. Donc, depuis ce moment-là, il s'est déroulé 5 ans et demi, 8 ans depuis le moment où j'ai choisi que j'allais traverser l'océan Atlantique, et par la suite, ça a été 5 ans et demi de préparation. Monsieur Lavoie, c'était mon technicien. C'est celui qui a refait le bateau en entier. Il a reçu le bateau comme je l'avais acheté, comme je l'avais modifié à peine. J'avais fait le Saint-Laurent à rame avec ce bateau-là, qui est un bateau que j'avais acheté en Angleterre. Je l'ai emmené à Rimouski et il l'a vraiment refait de toutes pièces. On a gardé la coque, tu sais, puis il l'a vraiment... on a gardé la coque. On a mis beaucoup de sous, tu sais, dans le bateau, puis c'est ça. Il l'a changé. Il l'a fait à sa main et à la mienne. Alors, Monsieur Lavoie était vraiment mon technicien. C'était la première personne que j'appelais, surtout que j'avais un bris mécanique. Pendant que les astronautes, eux autres, ils s'en vont dans le ciel, ils appellent à la NASA, eux autres, ils appellent au sol, puis ils vont dire « Houston, on a un problème. » Moi, c'était juste un petit peu moins exotique, j'appelais à Rimouski. Rimouski, on a un problème. Et il y avait 2 médecins qui me suivaient, un de jour et un de nuit. 2 médecins, ça rassurait ma mère, là, pas possible. Ma mère, au tout début du projet, moi, j'étais asthmatique, hein, fait que ma mère, elle disait « Mylène, je l'imite très bien, là. Mylène, qu'est-ce que tu vas faire? Combien de pantolins tu vas emmener sur l'Atlantique? Comment tu vas faire si tu fais une crise d'asthme, tu te coupes, tu te blesses, tu vas sortir de là infirme, handicapé? Il n'y a pas d'hôpitaux, là. Quand tu es en plein milieu de l'Atlantique, le premier hôpital, pensez, est à 2500 km. Donc, j'essaie de rassurer maman. Et je lui disais, maman, c'est super sécuritaire, j'ai des médecins de jour, de nuit qui vont me répondre, tu vas même pouvoir parler avec eux. Et j'ai une balise de détresse. Une balise de détresse, c'est comme un bouton panique. Tu sais, comme les personnes âgées à la maison, il y a un bouton panique, là. Même chose pour moi, j'ai une balise de détresse, j'en ai même 3 dans le bateau. Donc, j'ai une balise de détresse, et si je change d'idée, je veux abandonner, le bateau prend feu, là, je ne donnais pas trop d'exemples de ce qui pouvait se passer quand même, mais
Si le bateau prend feu, par exemple, ou je suis blessée, j'ai une crise d'appendicite, n'importe quoi, une grosse crise d'âge, je pèse sur le bouton panique et la moyenne pour le temps de réponse sur l'Atlantique Nord, c'est quand même un océan très vaste et grand, mais il y a beaucoup, beaucoup de transports maritimes. Donc, la loi, c'est que c'est une loi internationale. Aussitôt qu'il y a quelqu'un en détresse, le premier cargo dans les environs fait un détour pour venir me rejoindre et pour venir me rapatrier. Donc, le temps de réponse sur l'Atlantique Nord, c'est 12 heures. C'est pas super, 12 heures. Tu pèses sur le bouton et ils viennent te chercher. Ma mère disait, moi, je ne viendrai pas te chercher, mais 12 heures, c'est quand même pas mal. Si on regarde juste les dernières statistiques, l'hôpital de Hull, Gatineau en hiver, le temps d'attente, c'est 19 heures. C'est pas super. En pleine ville, bon. Ça n'a pas rassuré ma mère plus qu'il faut. Bon. En fait, le courage, moi, ça a commencé la première fois où je me suis affirmée pour dire, OK, moi, je veux faire la traversée de l'Atlantique à la rame. Imaginez-vous, je m'en vais voir mes parents, puis je leur explique ça. Je dis que c'est sérieux, papa, maman, écoutez-moi. Je pensais que j'étais enceinte. Non, je ne suis pas enceinte, malheureusement. Non, je ne veux pas vous annoncer quelque chose comme ça. Je veux traverser l'océan à la rame. En fait, je leur ai montré des trucs, puis en tout cas, c'était plus facile que moi de leur montrer. C'était plus facile pour moi de leur montrer une petite vidéo que j'avais mis en ligne pour ramasser des fonds pour m'aider dans mon projet que de leur dire de vive voix. Donc, mon père était en colère. Il m'a traité de folle. Hein, tu connais Marcel, hein, cocotte? Il était en colère. Il est parti bouder dans le salon. Ça a duré 5 mois et demi. Pas dans le salon, là, 5 mois et demi. Il ne m'a pas parlé pendant 5 mois et demi. Et ouais, il m'a dit, papa, tu dis 4 mois et 3 semaines, hein? C'est ça? Ouais, on ne s'entend pas sur le temps. Donc, j'ai envoyé la fusée de détresse. C'est juste à ce moment-là, il s'est passé vraiment quelque chose de spécial parce que je me disais, OK, là, j'ai envoyé la fusée de détresse, puis je vois le petit bateau se retourner puis venir vers moi, puis c'est juste à ce moment-là que je me suis dit, ouais, finalement, c'était une bonne idée de traverser l'océan à la rame. Ouais, c'était une bonne affaire, une bonne décision, tu sais. Mais ça faisait 8 ans que je ne savais pas si c'était une bonne décision ou pas, tu sais. C'est la seule fois dans tout ce projet-là que je me suis dit, ouais, good job, OK, c'est une bonne décision. Tu sais, on fait plein de projets dans notre vie, on se marie, on a des enfants, on fait des études, on a une nouvelle job, on applique sur un poste, plein d'affaires qu'on fait, puis on ne sait jamais si c'est une bonne décision jusqu'à temps que ça marche. Hein. Des fois, on sait que ce n'est pas une bonne décision, là, la plupart du temps. Mais cette journée-là, moi, sur la ligne d'arrivée, cette émotion-là, c'était juste la réalisation de comprendre que ça avait été une bonne décision, tout ce projet-là. Alors, les gars sont arrivés, mon temps météo arrive et tout, puis moi, j'embarque à bord. Moi, je m'étais imaginé qu'il y aurait un lit pour moi, une toilette. Non, ils m'ont dit, peux-tu me faire des sandwichs? J'en ai vraiment faim. OK, c'est bon. Ça sentait le gaz partout, il puait, les gars, ils sentaient le parfum. Ah, c'était dégueulasse, non. Ça sentait plein d'affaires. Tu sais, quand tu arrives au terme de voyage comme ça, tout pue, hein, tout sent mauvais. Tu sais, comme je disais tantôt, le monde pense que c'est moi qui pue, mais c'est pas ça. Donc, j'arrive à bord et tout ça, ça brasse énormément. Premièrement, c'était bien bizarre parce que le bateau, il avançait. Puis moi, je reculais. Ça faisait des mois que je reculais de même, tu sais. Ça me donnait comme un peu mal au cœur d'avancer, tu sais. Fait que là, la nuit passe et tout, puis là, on s'en va vers l'Orient. Puis là, ça n'a vraiment pas été de tout repos. J'ai fait comme une 50aine d'entrevues au téléphone. J'avais 2 téléphones satellites, puis je donnais des entrevues. Donc, c'était vraiment quelque chose. Puis, j'étais très intimidée de débarquer sur le sol, parce que j'avais pas le goût de quitter mon bateau. Tu sais, j'arrêtais pas de le regarder en arrière. J'avais tellement peur qu'on le perde. Fait que finalement, on est arrivé à l'Orient. Là, j'ai pu rembarquer dans mon bateau puis ramener les derniers milles, tu sais. Donc, un bateau qui vient me voir à bord, il arrive dans un Zodiac, il débarque, puis il vient me voir. Je m'étais fait mal à la tête et tout. Il est venu m'ausculter, tout ça, des prises de sang, puis il dit, viens me voir à l'hôpital demain matin, on t'attend, on va te faire un panoplie de tests pour voir si tu es toujours en santé, physique et mentale, tu sais. On va vraiment te faire un panoplie de tests. Donc là, tu es en sécurité, tu es arrivé, mais sois quand même prudente, parce qu'il te reste juste à peu près 1 kilomètre à ramer, mais il faut vraiment que tu sois prudente. Je dis, mais voyons donc, tu sais, c'est sûr que je vais être correcte, tu sais. Fait que j'arrive dans mon petit bateau, il y a des médias qui sont là, plein de bateaux qui viennent autour, puis là, ils me disent, ah, ben là, en fait, le rituel, quand tu arrives à la fin d'une course, dans une grosse traversée, pour tous les navigateurs, les gagnants, les perdants, n'importe qui réussit avec succès de traverser jusqu'à l'autre côté, tu as des feux de Bengale. Les feux de Bengale, c'est comme des gros chalumeaux que tu allumes comme ça, tu sais. C'est chaud, ça, tu sais. Ça brûle un peu. Puis, j'ai pas lu les instructions comme il faut. Moi, les ceux que j'avais utilisés, tu n'avais pas besoin de les tourner, tu sais. Puis eux, ben, il y avait des pictogrammes. Je te dis quoi, ce petit dessin-là. Bon, c'est pas grave, là, je t'arrive. Donc, j'étire les feux de Bengale, je les bloque pas, fait qu'ils ont descendu sur mes mains. Puis là, j'étais de même, puis je me disais, hey, c'est donc bien chaud, cette affaire-là. Puis là, j'essayais de sourire. Tu sais, ils prennent des photos, il faut que tu fasses ta pitoune, c'est un peu comme une parade. Puis là, hey, j'avais vraiment mal. Puis là, je me dis, hey, tu vas traverser l'océan à rame, il faut des petites allumettes qui vont faire baisser les bras, là.
Puis je me disais aussi, tous les grands navigateurs, ils se brûlent de même à la fin. Fait que tu fais partie de la guerre. Tout, tu sais. Donc, dans la vidéo, si vous me voyez pleurer, c'est pas parce que je t'ai émue, c'est parce que je me suis brûlée au 2e degré, les index, tu sais. Vraiment brûler des boules, puis non, c'est pas cool. Puis aussi, ce qui est drôle, tu sais, vous savez, je ressemble très, très beaucoup à ma sœur. Hein? Vous savez, bon, je regarde la famille et les amis, là, je ressemble à ma sœur Evelyne, tu sais. Puis moi, je m'étais gardé du linge propre pour l'arrivée, même, tu sais, semi-propre, là, c'est pas toujours propre. Donc, j'avais une belle petite, tu sais, un bonnet rayé bleu et blanc, là, tu sais, comme, tu sais, le petit bonnet de navigateur en laine. J'avais caché ça, je n'ai pas montré ça à personne, j'étais toute seule, je n'ai pas mis de photos de ce bonnet-là sur Internet, sur Facebook, puis tout. Donc, personne ne savait que j'avais ce bonnet-là, puis ma sœur a eu la brillante idée d'aller magasiner puis de s'acheter un bonnet rayé bleu et blanc. Donc, elle apporte ça pour l'arrivée, puis moi, je mets le même bonnet pour l'arrivée. Puis là, on arrive, puis là, je débarque sur le quai, puis je la regarde, puis je fais « Hey, on a le même bonnet, c'est drôle, tu sais. » Ben oui, on se ressemble beaucoup. Donc, le lendemain matin, elle a fait la front page d'un journal français. Puis, on écrit « Suffrage après 129 jours de race. » Es-tu le cœur?